Bonsoir Mathieu Guidère. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe, du terrorisme islamiste, professeur, auteur d'un ouvrage sur le choc des révolutions arabes aux éditions Autrement. On va regarder, écouter ensemble cette image qui sans doute restera vraiment dans l'histoire. Regardez. Jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. Voilà, c'est les accents gaulliens, c'est la réussite d'une opération risquée, mais... Oui, c'est beau. D'abord, c'est la première fois qu'on entend du français à Tripoli, à Benghazi. Aucun dirigeant français n'a pu s'adresser en français. Les gens qui sont en face ne comprennent pas le français. C'est magnifique pour eux. Tous ceux qui parlent français, aujourd'hui, s'il faut aller en Libye, il faut y aller maintenant parce que les gens vont vous embrasser parce que vous parlez français. Et donc, c'est magnifique. Et c'est la première fois dans l'histoire contemporaine que la France intervient dans un pays où elle est perçue comme libératrice. Il n'y avait que les Américains qui avaient eu cet honneur extraordinaire d'arriver en Europe en libérateur, d'être accueillis en libérateur. Aujourd'hui, les Français, quels qu'ils soient, le président français les représente aujourd'hui, sont accueillis, sont perçus comme des libérateurs. Du côté de la liberté, c'est exceptionnel, c'est historique et cela restera effectivement dans l'histoire. C'est l'anti-guerre d'Irak, c'est l'anti-11 septembre, c'est un message de réconciliation entre les pays arabes et l'Europe, les cultures. On a opposé bêtement un peu l'Orient et l'Occident, le choc des cultures. Là, on a envie de voir une réconciliation ? Oui, c'est tout cela à la fois. Ce n'était pas gagné. C'est surtout la preuve qu'on peut, grâce à un acte politique fort, qui n'est pas juste de la parole, Obama a essayé de faire quelque chose qui n'a pas été suivi des faits, qui n'est pas uniquement C'était le discours du Caire. C'était le discours du Caire. On peut véritablement changer la perception, changer la donne. Aujourd'hui, tout le monde arabe regarde la France d'une autre façon parce qu'elle a dit des choses et elle a fait une certaine façon. Donc on a changé tout cela. Il est très difficile aujourd'hui, en particulier en Libye et dans le reste des pays arabes, de dire du mal de la France ou de son action parce qu'elle est sur une diplomatie de principes, de valeurs, qu'elle a confortée par des actions. Après quelques hésitations et bêtises pour la Tunisie et l'Égypte, c'est un rétablissement spectaculaire quand même. Tout à fait. Mais bon, il y avait des risques qui ont été pris. Cette bêtise n'est pas spécifique à la France. Elle a été partagée par l'ensemble du monde occidental et même du monde. Elle a été rétablie sans être ni pro-Sarkozy ni contre Sarkozy. Il faut aujourd'hui saluer une position historique de la France. Est-ce que cette guerre de Libye réussit pour le moment ? Alors, elle va se poursuivre parce que Kadhafi n'est toujours pas arrêté. Donc, est-ce qu'on va y aller et on va continuer ? Les avions vont continuer à bombarder ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, absolument, absolument. Alors, ce n'est pas une question simplement pour Kadhafi. C'est qu'il y a encore des civils aujourd'hui qui sont menacés par des troupes, par certaines brigades qui sont encore alliées de Kadhafi. À Sirte, il y a encore des ceintures de brigades qui entourent les civils et qui les bombardent malheureusement. Et donc, il faut continuer à protéger ces civils. L'action doit continuer de ce point de vue-là, de façon collatérale. Probablement, il faudra attraper le colonel Kadhafi et le faire juger. Sinon, on risque une insurrection à l'irakienne sur le long terme. Est-ce qu'on n'a pas accouché aussi d'un monstre ? C'est-à-dire, on peut avoir fait cette guerre, avoir ce discours magnifique, un appel à l'unité de la Libye, mais moi, je n'ai pas non plus entendu le mot démocratie. J'aurais bien aimé aussi entendre... Mais peut-être ça aurait été une ingérence dans la vie politique libyenne et qui aurait posé problème. Mais est-ce qu'on va avoir une société politique libyenne démocratique alors qu'on sait que le Conseil national de transition est divisé, qu'il y a aussi des radicaux islamistes et qu'il y aura des tensions ? Alors, effectivement, le système politique qui va être mis en place n'est pas analogue à celui que l'on connaît en Europe ni en France. Cela est évident. Sur la question des islamistes, parce que c'est celle-là qui inquiète en Occident en général et en France en particulier, les islamistes libyens aujourd'hui se trouvent dans une position exceptionnelle, unique, qu'aucun autre groupe islamiste dans le monde musulman n'a connue, qui est celle de faire partie des vainqueurs et surtout de faire partie des libérateurs de la dictature. Ils n'ont jamais été dans cette position auparavant. Et donc, ils sont eux-mêmes dans cette contradiction immense qui est de ne pas retomber dans une dictature, ils ne peuvent pas aujourd'hui se présenter devant le peuple avec un système autocratique ou dictatorial. Ils sont obligés d'entrer dans un système. En revanche, vu la composition de la société libyenne,
la structure tribale, l'ancrage de l'islam dans cette société. La charia est appliquée par Kadhafi depuis 1994, donc c'est une société dans laquelle la charia est appliquée. On s'orientera probablement vers une démocratie musulmane, à l'instar de... À la turque. Non, pas du Même... tout. Je ne crois pas qu'elle sera à la turque, mais plutôt à l'instar des démocraties chrétiennes qui ont été instaurées en Europe à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un système où il y a un pluralisme politique et une expression, mais où le référent et le fondement sera rattaché à la religion musulmane, comme cela a été pour la démocratie chrétienne, où les référents, les valeurs sont rattachés à la religion chrétienne. C'était urgent d'y aller aujourd'hui parce qu'il y a une conférence qui est organisée la semaine prochaine aux États-Unis. C'est une manière aussi de dire pour les Français, on est là, on veut des contrats et on veut travailler avec la Libye sur le plan économique et business. Alors oui, tout à fait. Alors pas tellement sur le plan économique, mais parce que hier il y avait l'adjoint de Hillary Clinton, le secrétaire d'État américain, qui était à Benghazi, et demain il va y avoir Erdogan, le Turc, qui va également. Donc il fallait absolument que la France aille à ce moment précis, parce que des deux côtés, à la fois les Américains et les Turcs, ont changé complètement leurs alliances stratégiques, sont en train de se positionner sur l'ensemble de ce monde arabe. La Libye est un symbole immense, très fort pour tous les Arabes, parce que personne ne croyait à la chute de Kadhafi, y compris par la force. Et donc il fallait que la France soit présente, à la fois pour afficher sa position, symboliquement pour dire « nous avons aidé à la victoire », et aussi, bien évidemment, le peuple français a mis de l'argent dans cette affaire et il est tout à fait normal qu'il soit rétribué pour le soutien qu'il a fait pour ce peuple. Est-ce que ça peut durer en 15 secondes, cette position, cette posture de la France amie des peuples arabes? Elle peut durer. Tout dépend de notre position par rapport à la question palestinienne et par rapport à la demande palestinienne de création d'un État palestinien. Si la France s'abstient ou qu'elle soutient la création de cet État, il est clair que nous sommes dans une lune de miel avec la Libye et la société arabe, les sociétés arabes, pendant un moment. Merci beaucoup Mathieu Guidère pour cette analyse à chaud, donc après cette visite éclair de Nicolas Sarkozy. Autre invité, je l'ai rencontré cet après-midi, Pierre Péan, il a écrit « La République des mallettes ». Bonjour Pierre Péan, vous venez de publier La République des mallettes chez Fayard et c'est un livre qui suscite déjà de nombreuses réactions. Vous racontez un système français dans lequel des intermédiaires jouent des rôles occultes, financent des campagnes des uns et des autres et surtout continuent à graviter dans les plus hautes sphères du pouvoir impunément. Mais vous n'avez pas de preuves, vous le dites tout de suite, d'emblée. Alors pourquoi vous publiez ce livre ? Je crois que, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas toutes les preuves, mais je pense en avoir suffisamment pour décrire un système. Je pense que j'ai fait une sorte de tableau impressionniste. Alors si on regarde de près le tableau, il y a des petites zones d'ombre, mais je crois que dès qu'on prend un tout petit peu de distance, je crois que j'ai fait le tableau de la corruption française depuis une vingtaine d'années. Alors c'est vrai que c'est très très compliqué, parce que les gens qui amènent des mallettes ou des gens qui font des circuits financiers occultes, rétrocommissions, tout, ils font dans le secret. Donc tout le système est basé sur le secret. Donc on voit bien comment les juges, petit à petit, avec des années de retard, trouvent des petites choses. Même eux, avec tous les moyens, les écoutes, les perquises, ils trouvent des petites choses. Donc, autrement dit, c'est des systèmes très très compliqués, mais c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les preuves que ces systèmes n'existent pas. Et donc c'est ce pari que j'ai voulu faire en essayant de raconter une histoire. Ce qui est fascinant, c'est que vous mettez en scène des personnages qui jouent des rôles d'intermédiaires et qui sont acceptés dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et notamment un homme, Monsieur Alexandre Djouri, dont on a parlé ici et là, mais où vous racontez sa vie dans le détail. Il était proche de Dominique de Villepin, il devient proche de Nicolas Sarkozy, il est accepté partout, mais quel est son secret ? En tout cas, c'est effectivement, c'est ce qui sans doute m'a le plus intéressé. Donc j'ai pris le parcours d'Alexandre Djouri comme fil rouge de mon histoire, parce que je pense que il est le produit d'un système où le système est son produit. Et donc le personnage est fascinant, parce que pour arriver à ce stade-là, généralement, il faut avoir fait l'ENA et Polytechnique. Or, c'est un enfant de Sarcelles, c'est un enfant dont, en tout cas, la jeunesse peut être connue grâce aux fiches de police.
il est quand même proche du gang de la banlieue nord à la fin des années 70, mais très vite on voit que c'est un personnage qui réussit à créer le contact, et pas seulement dans son milieu, mais il a la tchatche, il sait parler, il sait approcher des ministres africains, il sait approcher des hommes politiques. Français Et étrangers. Oui, il commence par être français, et à un moment donné, il est approché par les services français, parce qu'on voit que ce personnage est quand même tout à fait incroyable, et donc il va être protégé, parce qu'il y a quand même un élément qui est extraordinaire, c'est qu'en avril 86, il reçoit une balle de 11,43 dans le dos, il se retrouve à Saint-Louis, dans une bataille sauvage dans le clan Delon, entre le fils contre le père. Un an plus tard, il est naturalisé français. Alors, une naturalisation, il faut quand même des enquêtes incroyables. Eh bien, parce qu'il est pris en main déjà. Il va servir des intérêts français. Et petit à petit, il monte. Et il va devenir le maître de ses maîtres. Hein, il va approcher ceux qui commandaient, les flics qu'il commandait. Et il va devenir dans le système ELF. Il va approcher là, les vous parlez Africains. d'EDF, d'Areva, de Claude Guéant, d'Henri Proglio, de Nicolas Sarkozy, de Dominique de Villepin. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Eh ben, c'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un donc avec ce parcours assez loin de l'énarchie, eh bien, et pratiquement comme chez lui au château, à l'Élysée. Donc, et qui réussit cette performance à être à la fois l'ami de Nicolas Sarkozy et surtout de Claude Guéant, en même temps de principal ennemi qui est Dominique de Villepin. Donc ce parcours est fascinant, effectivement, depuis 1995, hein, sous Chirac d'abord, après sous Villepin, il est comme chez lui à l'Élysée. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, il joue un rôle dans la réconciliation entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy? Ah, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il a. Alors, je ne sais pas où en est cette réconciliation, mais c'est un de ses objectifs principaux. Il demandait même, il essayait d'approcher les chefs d'État africains pour convaincre Nicolas de se réconcilier avec Dominique. Et donc, il joue un rôle. Mais ce qui est assez extraordinaire chez ce personnage, c'est qu'on le voit en Libye, c'est-à-dire qu'il est totalement à la manœuvre en Libye, mais jusqu'à il y a quelques jours, c'est-à-dire le 13, 14 et 15 août, Djouri amène dans son avion Dominique de Villepin et il rencontre des ministres libyens, Djerba, mais aussi leur homme, l'homme de Djouri s'appelle Béchir Salah, c'est l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi. Et donc c'est quand même assez extraordinaire de voir ce personnage qui aussi est vraiment très très proche de Proglio, même si Proglio m'a dit qu'il s'en détachait un peu, mais proche, il a joué un rôle essentiel dans la recomposition de la filière nucléaire. Donc ce personnage est fascinant. Il y a eu au début de la semaine des déclarations fracassantes de Robert Bourgi, avocat proche des chefs d'État africains, qui révèle qu'il y a eu des financements de Jacques Chirac, de François Mitterrand par les États africains. Est-ce que vous comprenez qu'un homme de l'ombre comme ça sorte à la lumière et s'expose? D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de lui depuis. Je renverserais, je veux dire, presque tous les hommes de l'ombre, et Dieu sait si j'en ai connu, il y a un moment donné, ils trouvent ça insupportable d'être à l'ombre, alors qu'ils savent, eux, qu'ils jouent un rôle essentiel dans les rouages de l'État. Et donc, ils ont besoin de lumière à un moment donné. Alors, le premier à qui il a parlé, c'est à moi, hein, et donc j'ai un certain nombre de pages sur ces mallettes qui arrivent à l'Élysée, d'abord, et puis ensuite à Dominique de Villepin, vrai ou faux. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et encore plus, et après au JDD, c'est qu'on peut visualiser très bien ce qui se passe. Et pour les gens, c'est facile à retenir. Mais je tiens à dire que les sommes en jeu, c'est-à-dire la vingtaine de millions de dollars, c'est rien par rapport aux histoires que j'essaie de raconter, mais qui ne sont pas visualisables. Pas visualisables parce que c'est des histoires de rétrocommission. Beaucoup plus sophistiquées. Beaucoup plus sophistiquées. On sait que ça existe, mais on ne voit pas les destinataires, on ne voit pas les paquets d'argent. Hein, et c'est pour ça que ça a un impact extraordinaire. Alors que ce soit dans l'affaire de Karachi, avec le contrat Sawari 2 ou avec la mise en examen de Ziad Takedine, autre intermédiaire dont vous parlez hier. Alors, Ziad Takedine, j'en parle longuement dans le livre, parce que Ziad Takedine, c'était le champion du clan Sarkozy, alors que Djouri était le champion du clan Chiraco-Villepiniste. Et ils se sont battus, mais avec une violence folle, fin 2003, début 2004, au point où Takedine affirme qu'il a été l'objet d'une tentative d'assassinat de l'autre.
Je pense qu'il y a un tremblement, j'ai probablement provoqué un tremblement, et l'essentiel est à venir, évidemment. Merci Pierre Péan.